Alors, bonjour à toutes et tous. Le Facebook Live vient de débuter. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie des universités virtuelles du SNUPP-FSU, les vrais enjeux de l'école, deuxième partie de ce mercredi. Vous avez la possibilité sur Facebook de poser des questions, donc en commentant tout simplement au fil des interventions. Nous avons plein de petites mains de copains et de copines qui récupèrent les questions petit à petit pour les transmettre tout à l'heure à Jean-Philippe qui posera les questions à Nathalie Mons et à Nico Hirt par la suite. Donc, université virtuelle qui, cet après-midi, vont se dérouler en deux parties. Alors déjà, une première intervention croisée de Nathalie Mons, puis de Nico Hirt. Et après une petite pause, un petit interlude, une intervention de Joël Maguire-Brenner sur l'éducation à l'égalité de genre, donc à partir de 16h. Voilà. Pour les collègues qui sont présents, les spectateurs, les spectatrices qui sont présents sur le webinaire, pour poser des questions, vous utilisez le petit onglet, le petit logo Q et R qui correspond à questions-réponses. Et pour commencer cet après-midi, nous allons commencer par une petite vidéo qui a été enregistrée par nos secrétaires généraux. Pour montrer au grand jour les inégalités scolaires. Et la période nous aura montré que les inégalités se sont encore renforcées dans l'école et dans la société. C'est dans ce contexte de crise sanitaire que le ministère a lancé son Grenelle de l'éducation. Pour y conforter sa politique éducative, loin aujourd'hui de recueillir l'assentiment de la communauté éducative et de répondre aux défis de la réduction des inégalités scolaires. Pour débattre de l'école, les enseignants n'ont pas besoin d'une grande opération de communication, mais d'un véritable débat de société avec les acteurs de terrain. Depuis le début de cette crise, les enseignants sont isolés et manquent clairement de soutien. Ils portent à bout de bras le système éducatif, impréparation du confinement, du déconfinement, de la rentrée scolaire. Le ministère reste inefficace face à cette crise. Il est pourtant urgent de répondre aux vrais enjeux de l'école. Oui, l'école nécessite un véritable débat. Enseigner, ce n'est pas que prodiguer les savoirs, c'est viser la réussite de chaque élève, en s'appuyant sur l'expertise des enseignantes et leur liberté pédagogique. Cette expertise doit être reconnue. Assez de guides et autres livrets, assez des injonctions, assez du recentrage sur les fondamentaux. Pour le SNUPP-FSU, enseigner, c'est un métier qui s'apprend, un métier qui se nourrit de l'expérience pédagogique et de l'apport de la recherche. L'école française est sous-dotée. Le système français est le plus inégalitaire de l'OCDE. Pour lutter contre les inégalités, il faut investir pour baisser les effectifs, pour mieux former, combattre la fracture sociale et scolaire. Il faut renforcer les équipes dans les écoles, enseignants spécialisés, psychologues, infirmières scolaires, assistantes sociales. Il faut renforcer la direction d'école avec des emplois pérennes d'aide administrative. Mais enfin, il faut surtout une véritable reconnaissance salariale. Ni miettes, ni promesses hypothétiques. Ce sont les enseignants et les enseignantes qui tiennent l'école à bout de bras. Les soutenir comme transformer profondément l'école pour la rendre démocratique et émancipatrice pour tous les élèves est urgent. La crise actuelle devrait en être l'occasion, mais l'école, comme les autres services publics, est absente du plan de relance gouvernemental. Un plan de relance qui poursuit inlassablement une politique qui accroît les inégalités de richesse, tandis que le ministre de l'Éducation poursuit, lui, sa politique éducative qui accroît les inégalités scolaires. Pour relever ces défis qui se posent à l'école, un autre plan, un plan d'urgence pour le service public d'éducation est indispensable.
Un plan qui permette enfin de mettre fin au sous-investissement et d'accorder massivement à l'école les moyens dont elle a besoin. Un plan qui permette de développer la professionnalité enseignante. Et enfin, un plan qui permette de revaloriser réellement les salaires pour rendre le métier attractif et permettre ainsi les nécessaires recrutements. Pour imposer ce plan d'urgence, nous devrons nous mobiliser lors des prochaines semaines. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous très vite pour en préciser les modalités, avec notamment et rapidement la construction d'une journée de grève massive. C'est dans ce contexte que nous vous proposons un cycle de plusieurs conférences en ligne qui permettront d'échanger et de débattre avec des chercheurs et des chercheuses autour des vrais enjeux de l'école. Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer cet après-midi avec Nathalie Mons. Nathalie Mons est sociologue, elle est professeure au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, sur la chaire Évaluation des politiques d'éducation. Elle présidait le CNESCO jusqu'à sa suppression, on s'en souvient, par Jean-Michel Blanquer en septembre 2019. Elle dirige depuis le Centre national d'études des systèmes scolaires qui a intégré le CNAM. La situation inédite et les difficultés d'organisation qu'elle engendre ne nous permettent pas de traiter le sujet des évaluations internationales comme annoncé dans le programme. Nous vous prions de nous en excuser. À la place, Nathalie Mons nous propose une intervention sur le numérique, sujet mis en avant par la crise sanitaire et au cœur des évolutions de l'école et de la société. Nous l'en remercions. N'hésitez pas à poser vos questions via le question-réponse en bas à droite de votre écran. Et je passe sans plus attendre la parole à Nathalie Mons pour son intervention. Bonne écoute à toutes et tous. Micro. Le micro, pardon Nathalie. Bonjour à tous, encore un grand merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir venir présenter des travaux du CNESCO et répondre à vos questions. Donc, je vais en parallèle, tout en continuant à vous parler, lancer un diaporama, puisque vous verrez que dans les échanges que l'on va avoir aujourd'hui, je souhaite vous présenter quelques statistiques. Il s'agit donc du dernier rapport qui a été produit par le CNESCO, puisque, comme vous l'avez dit, le CNESCO est installé depuis janvier dernier donc, au CNAM. Je crois que cette installation, elle vous est en partie due, puisqu'en effet, le SNUEPP s'est extrêmement mobilisé pour le maintien de cette structure, quand cette structure a été remplacée par le nouveau conseil d'évaluation de l'école. Voilà. Donc, sachez que votre action n'a pas été inutile puisque le CNESCO a perduré. Le CNESCO est réinstallé. Nous avons déjà produit une note, je crois malheureusement d'actualité, sur la laïcité en janvier 2020. Là, nous venons de produire cette note sur le numérique, qui était un travail de 2 longues années. Donc, ça n'a rien à voir avec le confinement, mais évidemment, c'est éclairé d'une autre façon par le confinement. Et puis, nous venons tout juste de terminer également une belle conférence de comparaison internationale sur la formation. Donc, sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations, les vidéos des conférences, des intervenants sur notre site. Est-ce que là, vous voyez mon diaporama? Oui? Ok, d'accord. Je vais faire ça. Et puis, j'essaye aussi, attendez, j'installe, voilà, de pouvoir voir le chat en parallèle. Comme ça, mais ça n'a pas l'air aussi évident que ça. Attendez. Comme ça, j'essaierai peut-être de prendre au rebond. Non, désolée, je ne vois pas les questions. C'est dommage, j'aime bien entendre vos questions en parallèle. Voilà. Donc là, vous voyez notre diaporama. Alors, hop. Donc, je vous disais numérique à l'école. Numérique, mais vraiment centré sur les apprentissages. On a souhaité en fait vraiment aller voir, vous voyez le titre, une dynamique pédagogique à l'œuvre et des inégalités encore fortes dans les équipements et les connexions sont les principaux résultats de cette étude. Nous sommes partis avec toute une série de questions. Vous savez que le CNESCO rassemble toute une communauté scientifique. Donc, on arrive sans tabou avec toute une série de questions.
Première question que l'on s'est posée au début, 2 ans, au début de ces 2 ans de ce travail. Que nous dit la recherche sur les effets réels du numérique? Profite-t-il à tous les élèves? Pour nous, cette question devait être posée, c'est-à-dire qu'on est parti avec l'idée que le numérique n'était peut-être pas une baguette magique qui allait solutionner tous les problèmes et que donc il fallait déjà y voir clair sur cette dimension. Nous nous sommes aussi interrogés sur les usages pédagogiques réels du numérique dans les classes, puisque en lisant les études nationales et internationales, nous avions l'impression que le recueil d'informations sur ce qui fait vraiment vos pratiques pédagogiques en termes de numérique dans la classe était peut-être encore à documenter. Nous nous sommes demandé également s'il y avait les équipements nécessaires, les connexions nécessaires. Nous nous sommes demandé aussi, là aussi tabou, ou alors en tout cas remise en cause d'une idée très commune, est-ce que les jeunes avaient vraiment développé des compétences de digital natives? On pense qu'ils sont des geeks, mais est-ce vraiment le cas? Et nous nous sommes évidemment interrogés sur le soutien dont bénéficient les enseignants et puis la maîtrise aussi et l'équipement des parents. Vous voyez, donc c'était énormément d'interrogations pour essayer d'y voir clair sur l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. 2 années de travail dirigées par André Tricot, avec une très belle revue de la littérature inédite sur les effets du numérique, sur les apprentissages scolaires. 2 enquêtes vraiment sur les usages en mathématiques, en français. Je développerai celle en français qui a plus particulièrement porté sur le primaire. Et puis, toute une étude aussi originale du CNESCO que nous avons menée en interne avec nos statisticiens sur les équipements et les connexions. Vous retrouverez en fait l'ensemble de ces rapports. Vous allez voir, j'ai fait le choix de passer assez vite sur ces résultats parce que vous retrouverez l'ensemble de ces rapports sur notre site internet. Donc, rapport de synthèse, document de synthèse qui vous permet d'avoir une vue panoramique. Vous avez tout ça à disposition. Donc, premier questionnement, je vous disais, les usages. Quels sont vraiment les usages aujourd'hui du numérique à travers le numérique pour améliorer les acquisitions des jeunes dans les classes? Alors, en ce qui nous concerne, l'étude a porté sur le primaire, le collège et le lycée. Mais évidemment, aujourd'hui, avec vous, je vais me centrer sur le primaire, même s'il est toujours intéressant aussi de faire des comparaisons inter-niveaux d'enseignement. Ce qui nous est apparu, c'est que d'un côté, nous avions beaucoup en fait déjà de statistiques nationales et puis même internationales sur ces usages, mais nous étions plutôt insatisfaits de la façon notamment dont les questions étaient posées. On demandait aux enseignants s'ils utilisaient souvent, fréquemment, le numérique. On demandait aux enseignants, je pense par exemple dans les cours de mathématiques, si on prend le collège, est-ce qu'ils utilisaient un ordinateur avec les élèves? Alors qu'en fait, une calculatrice peut très bien permettre de différentes modélisations. Et donc, c'est du numérique, mais qui n'est pas à travers, par exemple, une calculatrice. Donc, on était un petit peu ennuyés par l'ensemble de ces questions. Et donc, c'est pour ça qu'on a commandé des études originales à une série de chercheurs, études qui ont porté donc, sur les mathématiques et puis le français, et tout niveau d'enseignement confondu. Donc, tout d'abord, que nous disent ces enquêtes internationales dont je vous ai dit une forme d'insatisfaction? Je crois qu'elles mettent quand même en avant un résultat assez tangible. Vous voyez là ce premier slide, qui est donc TALIS, c'est une étude de l'OCDE. Cette première étude nous montre qu'en France, nous avons 14% des enseignants du premier degré qui déclarent laisser fréquemment ou toujours les élèves utiliser les TIS pour des projets ou des travaux en classe. Donc, comparativement, vous voyez, à d'autres pays qui sont beaucoup plus équipés, on le verra après, Danemark, Suède, Angleterre, etc., c'est évidemment un usage en retrait. On va retrouver, là, vous voyez, ce diagramme porte sur le collège. Donc, on retrouve en fait des usages aussi en retrait au collège. Vous voyez, la France est ici en rose. Voilà. Donc, vous voyez que ce sont des usages beaucoup plus bas que la moyenne européenne, la moyenne de l'OCDE ou toujours Danemark, Australie, etc., des pays dans lesquels il y a une plus forte intégration du numérique. Pourtant,
au-delà de la classe, on sait que, ça depuis une longue durée, on sait que les enseignants, comme tous les professionnels, utilisent beaucoup le numérique, ne serait-ce que pour préparer leurs cours, puisque la quasi-totalité, évidemment, des enseignants utilisent un ordinateur pour préparer leur enseignement, corriger, etc. Donc, évidemment, on n'a pas du tout des enseignants qui seraient hors sol par rapport au numérique. Au-delà de ces résultats internationaux ou nationaux, j'aurais pu aussi vous passer des enquêtes de l'ADEP qui soulignent finalement un usage assez restreint. On a souhaité vraiment en savoir davantage avec des études originales où on s'est posé la question finalement des fréquences réelles. On s'est dit, mais fréquemment, souvent, ce n'est pas assez précis. On va vraiment demander, est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois? Et puis, grâce aux chercheurs qu'on avait embarqués dans cette aventure, on a compris qu'il fallait vraiment décortiquer les usages, demander précisément quels étaient les outils utilisés pour quelle fonction pédagogique, que c'était à partir d'une analyse extrêmement précise de ces outils qu'on allait pouvoir faire remonter une autre vision des usages. Parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, il n'y a pas un usage homogène du numérique. Si l'on regarde par exemple le collège ou les lycées, mais vous allez faire la transposition par rapport à chacune des disciplines, vous dans votre classe, on voit bien que en mathématiques, je le citais, ça va être plutôt la calculatrice. En SVT, ça peut être plutôt d'emmener ses élèves dans une classe spécifique pour pouvoir faire des expériences. Donc là, on est bien face à un ordinateur. En sport, on va au contraire vouloir développer des vidéos, filmer ses élèves pour leur montrer ce qui fonctionne moins. Pour les langues étrangères, vous aussi dans vos classes, on va plutôt utiliser des MP3. Donc, vous voyez, en fonction des applications pédagogiques, on a bien des outils différents, on a bien des équipements différents, on a bien aussi certainement des temps d'usage du numérique différents. Donc, c'est ce type d'entrée qu'on a voulu avoir avec les collègues et on a souhaité également dépasser l'association entre numérique et innovation. Les collègues qui travaillent depuis longtemps sur le numérique nous ont dit, mais si on veut vraiment savoir quels sont les usages des collègues, il faut ne pas avoir d'a priori d'une association entre numérique et innovation parce que finalement, on va se rendre compte que plein de gens ont déjà intégré le numérique dans leurs apprentissages, finalement, alors qu'ils ne vont pas le déclarer comme cela. Voilà, donc on est parti, vous voyez, avec ce type de méthode et les résultats, donc là, l'enquête en français, donc vous avez les résultats au collège et puis à l'école primaire, nous a montré en effet que quand on s'intéresse finalement à regarder de près les usages sur des fréquences qui ne sont pas subjectivement exprimées, mais au contraire exprimées de façon très objective, vous voyez bien, on demande s'il y a un usage au moins une fois par semaine, au moins une fois par mois, rarement, jamais. Voilà. On se rend compte que les usages apparaissent beaucoup plus généralisés. Donc, école primaire, en termes de français, on a donc des collègues qui nous disent qu'il y a un usage du numérique. On va voir sur quelle fonction pédagogique. Donc, vous voyez quasiment 60% au moins une fois par semaine et même plus de 80% lorsqu'on considère au moins une fois par mois. Donc, on a bien un primaire qui n'est pas du tout passé, évidemment, à côté du train du numérique. Alors, voilà comment, vous voyez dans ce diagramme, voilà comment on a souhaité analyser de près ces usages. Donc, on les a interrogés sur l'usage du traitement de texte, sur l'usage de ressources en ligne avec les élèves, dictionnaires, banques de données, etc., de moteurs de recherche, d'exerciceurs, de logiciels vidéo, etc., jusqu'à des cartes mentales. Et c'est finalement en allant voir chacun de ces usages, qui même sont devenus tout à fait banalisés, qu'on arrive évidemment à faire remonter et avoir une appréhension nouvelle de ces usages. Bon, plébiscité, ça ne vous étonnera pas, traitement de texte, ressources en ligne, moteur de recherche, puisque là, on a, voyez, au moins une fois par semaine, environ une fois par mois, très largement un usage banalisé. On a été plus étonnés du faible usage des exercicers, puisqu'on pensait que c'était beaucoup plus répandu
dans les classes. Donc, vous voyez qu'on a bien finalement un bilan en demi-teinte grâce à ces nouvelles méthodes de recherche. On a bien un bilan en demi-teinte des usages numériques avec, en effet, un usage qui n'est pas quotidien, mais un usage qui est largement banalisé sur toute une série d'activités pédagogiques. Donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qui soutenait ces usages, qu'est-ce qui expliquait cette situation. On est parti sur différentes dimensions, l'équipement, évidemment, l'équipement et puis l'accès à Internet. Alors, l'équipement ne fait pas tout, très clairement. Ce n'est pas parce qu'on a des tablettes, des ordinateurs dans une école qu'on les utilise. Mais dans l'autre sens, si on n'en a pas, ça va être un peu plus compliqué. On s'en rend compte aujourd'hui aussi pour développer des usages du numérique. On s'est évidemment également interrogé sur l'expertise des enseignants, les formations, les soutiens, l'écosystème institutionnel qui pouvait finalement les aider. Et je crois que les petites interventions que vous avez fait passer en début de séance nous montrent que malheureusement aujourd'hui, dans une période où, suite à un confinement, avec des interrogations évidemment cruciales sur le numérique, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour aider les enseignants dans ces domaines? On s'est également interrogé, je le disais, sur les évaluations des compétences des élèves. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les outils? Est-ce qu'ils ont les compétences? Alors, peut-être un peu plus au collège, mais vous verrez que les résultats sont intéressants par rapport aussi à votre travail avec eux sur le numérique. Et puis, évidemment, on a voulu mener un bilan succinct, mais réel, de l'équipement informatique et des compétences en informatique des familles. Alors, sur l'équipement numérique scolaire, un bilan finalement marqué par des inégalités importantes. Donc, vous allez voir entre les niveaux d'enseignement avec un enseignement primaire extrêmement défavorisé et au sein de cet enseignement primaire, des inégalités territoriales, vous allez voir, extrêmement choquantes. Alors, tout d'abord, le niveau d'équipement informatique dans les collèges, écoles, lycées. Là, vous voyez un indicateur, c'est donc le nombre d'élèves moyens par poste informatique. Donc, évidemment, plus cet indicateur est élevé, moins l'équipement est de qualité, puisqu'on a beaucoup d'élèves pour chacun des ordinateurs qui sont situés dans les établissements scolaires. Là, vous voyez, ça saute aux yeux. On a 12 élèves par tout type d'ordinateur, ordinateur, tablette, etc., dans les écoles primaires en France, comparé, vous voyez, à moins de 5 au collège et puis dans les lycées professionnels et généraux. Donc, inégalité entre les niveaux d'enseignement. Là, ça peut être vraiment considéré comme une évaluation des différents plans d'équipement des 10 dernières années avec des investissements massifs, notamment des PIA dans les collèges récemment et puis historiquement des investissements massifs dans les lycées, notamment de la part des régions. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes dispositions et configurations en termes informatiques. On s'est intéressé également sur la portabilité, la fluidité de ce matériel informatique. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait des ordinateurs qu'on pouvait transporter, qui étaient finalement portables, qu'on pouvait utiliser facilement dans les classes? Cette question pour nous a été centrale puisqu'en fait, on avait beaucoup de retours d'enseignants qui nous disaient, notamment au collège et au lycée, qui nous disaient moi, je voudrais bien faire je voudrais bien utiliser des ordinateurs, mais en fait, tout ça reste dans une classe informatique verrouillée, etc. Au primaire, ça me semble encore plus important, puisqu'évidemment, on ne va pas laisser des élèves pendant même 1 heure devant un ordinateur. Donc, il faut certainement un équipement, mais là, vous êtes beaucoup des juges beaucoup plus pertinents sur ce sujet. Il faut pouvoir utiliser un matériel très mobile parce qu'on va ne faire qu'une activité qui va durer un quart d'heure. Voilà. Donc là, vous voyez, les résultats sont intéressants puisqu'on a quand même 44% de matériel mobile, donc ordinateur, tablette, etc., dans les écoles primaires, beaucoup plus qu'au collège et puis au lycée, vous voyez que c'est extrêmement faible.
On s'est également interrogé au-delà des chiffres moyens, des 12 élèves par ordinateur, on s'est interrogé sur de possibles disparités, de possibles inégalités qui pouvaient exister entre les écoles. Comment nous avons mené cette analyse? Nous avons divisé les effectifs des élèves scolarisés dans le primaire en 5 parts égales, que vous voyez là, et on a cherché à voir, donc pour les 20% des élèves scolarisés dans les établissements les mieux dotés, combien ils étaient d'élèves par ordinateur, et puis à l'opposé, sur le 5e quintile, c'est-à-dire les 20% des élèves scolarisés dans les établissements les moins bien dotés, combien ils étaient par ordinateur. Bon, là, vous voyez que la différence est de 1 à 10, puisque dans les établissements les moins bien dotés, donc qui accueillent les mieux dotés, pardon, sur la gauche, vous voyez qu'on a un peu moins de 4 élèves par ordinateur, alors qu'à l'opposé, dans les 20%, pour les 20% des élèves qui sont dans les établissements les moins bien dotés, on est à quasiment 33 élèves par ordinateur. Donc là, ça veut dire qu'on n'est plus du tout à un ordinateur par classe. On n'a pas du tout des disparités aussi importantes. Je ne vous ai pas mis tous les graphiques, vous les retrouvez dans tous les rapports. On n'a pas du tout des disparités aussi importantes et au collège et au lycée. Donc, c'est vraiment une caractéristique de l'équipement dans les écoles primaires que ces inégalités importantes. Évidemment, choqués par ces inégalités, on s'est dit, mais où est-ce qu'elles sont ces écoles qui sont les moins bien dotées? Les écoles, et là, c'est là que nous avons donc mis en évidence des inégalités territoriales, en effet, extrêmement importantes. Alors, où sont les écoles les mieux dotées? Elles se concentrent tout d'abord dans les territoires ruraux. Je vais vous montrer ensuite une carte. Donc ça, c'est extrêmement flagrant. Là aussi, c'est une évaluation des grands plans du PIA qui ont visé vraiment à équiper les écoles rurales. Alors, vous allez voir notamment toute la diagonale du vide, la Creuse, Cantal, Lozère. Ce sont des établissements qui sont extrêmement bien équipés. Idem dans les Alpes, voilà, et idem Paris intramuros. Les écoles les moins bien équipées, au contraire, se concentrent dans les Outre-mer, avec là vraiment des résultats tout à fait négatifs. Certaines grandes agglomérations, donc contrairement à l'idée que l'on peut se faire de grandes agglomérations qui seraient mieux dotées, Marseille, Lyon, Strasbourg sont extrêmement mal dotées. Également mal dotée la petite couronne parisienne notamment, on retrouve un résultat redondant en termes d'inégalité d'équipement et de ressources, très mauvais équipement dans les communes de Seine-Saint-Denis. On s'est posé la question à partir de là, évidemment, puisque vous savez que les équipements sont du ressort des compétences des collectivités territoriales, donc les municipalités en ce qui concerne les écoles. On s'est posé évidemment la question des richesses, de la liaison entre la richesse des communes et puis les niveaux d'équipement scolaire, en se demandant si pour les élèves et pour les enseignants, il y avait une double peine. C'est-à-dire que est-ce que des élèves qui étaient dans des communes pauvres et donc qui appartenaient le plus souvent à des familles pauvres, non seulement ils avaient peu d'équipement chez eux, mais en plus, ils étaient scolarisés dans des écoles qui bénéficiaient de peu d'équipement. Vraiment double peine, handicap familial, handicap à l'école. Vous voyez donc notre graphique là, analyse sur l'ensemble de la France, donc petit diagramme pour chacun des établissements. Vous avez en vert le pourcentage des élèves qui sont scolarisés dans une école qui est bien dotée, à peu près 5 élèves par poste. Et puis en orange, les élèves à part dans le département des élèves scolarisés dans les écoles les moins bien dotées. Donc là, on a 25 élèves par poste. Voyez. Donc, vous voyez, les inégalités entre les départements sont extrêmement importantes. On retombe sur notre fameuse diagonale du vide, principalement marquée par le vert, un bon niveau d'équipement, idem dans les Alpes. Par contre, vous voyez, Marseille, Lyon, Toulouse, sous-équipement. Par contre, grandes agglomérations de l'Ouest, équipement plutôt favorable, équilibré,
et les Outre-mer, la Corse également, toute la couronne parisienne, là, mal équipée. Plus en détail, vous retrouverez l'ensemble de ces cartes. Je vais passer un petit peu rapidement. Vous les avez dans toutes les productions du CNESCO. Là, vous avez vraiment une carte intéressante qui n'a jamais été publiée. On voit bien, là c'est vraiment au niveau de chacune des écoles. Vous voyez donc sur Paris et sa petite couronne, Paris ici, intramuros, et puis l'ensemble de sa petite couronne. Vous voyez donc en vert les écoles parmi les mieux dotées en matériel informatique au regard des résultats nationaux. Ce n'est pas seulement celles qui sont mieux dotées sur ce territoire. Celles qui sont en vert font partie des écoles les mieux dotées nationalement. À l'opposé, vous avez en rouge les écoles qui sont les moins bien dotées nationalement. Donc, vous voyez bien que dans Paris intramuros, on est quand même plutôt dans le vert, notamment dans tout ce qui est périphérie, donc avec un vrai soutien dans les écoles excentrées des bords de Paris. Et puis, malheureusement, cette petite couronne, sauf dans les communes privilégiées, qui est vraiment petite couronne qui est majoritairement rouge, sauf, vous voyez, des communes qui avec un investissement particulier, voyez, Aubervilliers, Gennevilliers, voilà. Donc, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, mais pour répondre à notre question sur le lien entre richesse des communes et équipement, oui, ce lien existe. Vous le voyez à travers ce graphique. On a donc là réparti en fait les élèves selon la richesse de la commune dans laquelle se trouve leur établissement. Ici, vous avez les élèves qui sont scolarisés dans les communes les plus pauvres. Ici, vous avez les élèves, 20% des élèves qui sont scolarisés dans les communes les plus riches. Vous voyez que sur la gauche du diagramme, les communes les plus pauvres sont marquées par une prédominance très nette en orange des écoles qui sont les moins bien dotées. Vous voyez qu'on a 70% quasiment des élèves qui sont scolarisés dans des écoles peu dotées dans les communes pauvres versus 30% dans les communes riches. Donc, il y a bien un lien, vous voyez, il est très, très net, il y a bien un lien entre richesse des communes et niveau d'équipement. On retrouve les mêmes résultats, je vous disais, sur les agglomérations. Dans le Rhône, là, vous voyez Lyon, très bien, très mal doté. C'est davantage positif dans le reste du département. Même lien entre richesse, pareil, et des communes et équipements dans ce département du Rhône. Je vous parlais du très bon niveau d'équipement en Lozère. Vous voyez qu'en Lozère, quasiment toutes les écoles font partie des écoles les mieux dotées nationalement. Donc, on a bien une très bonne datation dans les écoles rurales. Sur les connexions Internet, parce qu'il est bien d'avoir des ordinateurs, il est bien aussi de pouvoir se connecter, évidemment, si on veut faire des recherches sur Internet, par exemple. Là, vous voyez aussi de nouveau des résultats défavorables des écoles primaires, puisque 25% seulement sont équipés d'un réseau Internet à gros débit, c'est-à-dire permettant finalement un usage assez large du numérique. Je passe sur ces résultats que vous allez pouvoir retrouver. On a de fortes inégalités, de nouveau, des Outre-mer, à la fois mal équipés en ordinateur, mais aussi mal connectés. Le rural, c'est intéressant, ils sont bien connectés en ordinateur, mais faible accès à une connexion Internet. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, dans ce graphique, c'est qu'on se rend compte que les deux politiques ne marchent pas ensemble, équipement et connexion. Donc, en fait, les deux s'affaiblissent l'une l'autre. Donc, voilà, sur l'équipement, vous voyez qu'il y a vraiment un souci sur l'équipement et la connexion des écoles primaires. Voilà, si on veut évidemment développer un écosystème beaucoup plus favorable à l'usage du numérique dans les écoles primaires. On s'est interrogé aussi, je vous le disais, sur la formation des enseignants du primaire. Donc là, vous voyez certains chiffres. Alors, j'aurais pu vous en mettre plus, vous les retrouverez dans nos rapports. Donc, sur l'année scolaire 2017-2018, seulement 4% de l'ensemble des journées de formation des enseignants du premier degré étaient consacrés au numérique.
à peu près 2 fois plus dans le secondaire, mais dans les 2 cas, ça reste tout de même assez limité. Toutes les études vont dans ce sens-là, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc, on a bien, comparativement à ce qui se passe dans les autres pays, un effort de formation qui est limité. Sur les élèves, est-ce qu'ils ont les compétences pour pouvoir finalement utiliser efficacement ce numérique? Donc là, ce sont des chiffres du collège. On a donc quand même 40% en France des élèves qui ont un niveau très faible ou faible de ce qu'on appelle la littératie numérique. C'est une étude de l'IEA 2018, c'est-à-dire qu'en 4e, ils ne savent pas produire un document Word facilement pour écrire un texte, l'enregistrer. Ils ne savent pas distinguer dans des sources d'informations selon la qualité de ces sources. Ils ne savent pas protéger leurs données personnelles. Donc, on a bien des élèves qui sont en difficulté dans l'usage du numérique. C'est renforcé sur les dimensions sociales. Les filles sont plus performantes que les garçons dans la maîtrise de l'ordinateur. Sur les familles, j'en termine par là. Je pense que malheureusement, avec le confinement, vous en êtes extrêmement conscients. On a un vrai problème d'équipement, beaucoup plus en France qu'à l'étranger, d'équipement domestique des familles. 36%, vous voyez, des ménages qui disposent d'un faible revenu n'ont pas d'ordinateur. Il faut savoir aussi que 1/3 des téléphones ne sont pas des smartphones, donc on n'a pas non plus d'accès facile à Internet avec les téléphones. Et les compétences aussi des parents sont parfois limitées. Donc, vous voyez qu'on a un bilan qui nous permet tout de même, je pense, de comprendre pourquoi. Oui, on a quand même un usage du numérique dans la classe, mais il peut dans certains cas être entravé et par les équipements, puisqu'il y a des écoles très bien dotées et d'autres beaucoup moins, et par l'écosystème qui est fourni aux enseignants. Un petit point sur un document, je passe vite puisque le temps tourne, mais je voulais juste vraiment vous signaler ce rapport, vraiment qui est important sur la valeur ajoutée du numérique à l'école. En quoi, donc là c'est une énorme enquête qui a été menée par André Tricot, plus de 300 références scientifiques pour essayer de voir dans quel cas le numérique est vraiment utile, dans quel cas il apporte une valeur ajoutée et dans quel cas, au contraire, c'est un handicap pour les apprentissages des jeunes. Donc vraiment, je passe rapidement puisque je savais que le temps était limité, mais le numérique est positif pour rechercher de l'information, présenter de l'information, s'entraîner, par exemple. Par contre, regarder une vidéo, une animation avec plein de petits bonhommes qui passent partout pour expliquer certaines dimensions éducatives un peu fondamentales, ce n'est pas exceptionnel parce que les enfants ont une attention qui va un peu dans tous les sens. Donc, quand il y a des éditeurs qui proposent ce type de contenu, il faut être vigilant en fait. Ça n'est pas toujours efficace, mais j'imagine que ce sont des idées qui ont dû de façon très récurrente vous traverser l'esprit. C'est négatif sur la prise de notes. On prend bien des notes quand on écrit. C'est négatif aussi pour la lecture, la compréhension d'un texte. C'est toujours un handicap, même dans les années, même au-delà du primaire, de lire des textes numériques versus des textes papier. Voilà. Je donne quelques petits résultats comme ça. Le numérique aussi ne motive pas obligatoirement les élèves. Là aussi, on n'a pas de congruence des résultats scientifiques. Donc, je vous jette quelques petits résultats comme ça, plutôt pour vous donner envie de regarder ce programme. Et j'en termine donc sur les préconisations qui ont été les nôtres. Donc, aller au-delà peut-être de plans numériques qui ne s'intéressent qu'à l'équipement. On voit bien qu'il faut qu'on soit dans une logique de renouvellement et surtout dans une logique qui part des besoins du terrain. Parfois, on a besoin de tablettes, parfois, on a besoin de MP3, parce que parfois, on a besoin de choses mobiles. Voilà. On a besoin d'applicatifs qui sont différents selon les disciplines. Donc, je crois que ça doit partir vraiment des besoins des enseignants. Il faut évaluer évidemment qu'au niveau de chacun des établissements, il y ait ces applicatifs, ces ressources, ces équipements pour pouvoir vraiment mener le projet pédagogique qui intègre le numérique avec quand même le fait de garantir à chaque élève et à chaque enseignant qui dispose vraiment des moyens, puisque ça, vous voyez, je viens de le montrer, ça n'est aujourd'hui pas du tout le cas. Et puis, une grande difficulté, évidemment, des politiques actuelles, c'est d'arriver à faire tenir ensemble différentes dimensions. Pour l'instant, les plans numériques se sont beaucoup souciés, évidemment, des équipements, un peu moins des connexions, on l'a vu.
Or, vraiment, il y a 4 dimensions pour nous qui doivent être tenues ensemble. L'équipement, les ressources pédagogiques, mais aussi un vrai accompagnement pour les enseignants, non pas sous forme de grande messe, mais sous forme de coaching régulier. Il faut qu'il y ait vraiment des centres de ressources auxquels on peut s'adresser. Et puis la 4e dimension qu'on oublie souvent, c'est celle de la recherche, c'est-à-dire je veux faire du numérique, mais pourquoi? Quel intérêt? Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne reviens pas sur la formation des enseignants, des élèves, et puis les familles précaires, c'est votre quotidien, donc je n'insiste pas là-dessus. Merci pour votre attention, et puis retrouvez au-delà de ce rapport toutes nos publications sur l'écriture, la lecture, l'apprentissage des mathématiques, la différenciation pédagogique, bref, vous connaissez toutes ces ressources. Je suis à l'écoute de vos questions. Oui, merci beaucoup Nathalie pour cet exposé. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Malheureusement, nous aurons un temps extrêmement contraint. Là, j'insiste sur cette dimension-là pour y répondre. Alors quand même, rapidement, est-ce qu'on a des éléments concernant l'usage du numérique pour les élèves en situation de handicap ou en grande difficulté scolaire? Est-ce que justement ça fait partie des vertus, de la plus-value possible? Oui. Alors, très rapidement, là, vous verrez, tout à fait, c'est toute une partie du rapport sur la valeur ajoutée du numérique sur lesquels j'ai attiré votre attention. En effet, toute une partie de ce rapport met réellement en avant les bénéfices extrêmement importants de toute une série d'applicatifs sur ce sujet. Donc, je vous invite en effet à retourner sur ce rapport. Donc ça, c'était une question de Pascal du 13. Une question de Julien de Bretagne qui se pose la question comment faire pour que les écoles soient dotées de manière beaucoup plus égalitaire compte tenu des écarts de moyens, quoi. Alors, en effet, on voit bien que qui dit équipement dit aujourd'hui compétences des communes, donc décentralisation et pour l'instant, en effet, grandes inégalités. Là, je veux dire, là, on voit très bien le lien entre décentralisation et inégalité de ressources. À mon avis, la seule solution, c'est celle finalement qui a fonctionné pour les collèges. Ce sont des plans qui d'ailleurs sont à mon avis en cours de développement, d'après ce que j'ai compris des retours qui nous ont été faits sur ce rapport par le ministère, des plans qui s'intéressent à ce sujet. Mais j'attirais l'attention des plans d'équipement. À mon avis, ces plans d'équipement, ils doivent être construits à partir des besoins des enseignants, en fonction finalement de ce qu'eux imaginent faire dans leur classe, c'est-à-dire du coup dans l'école, de quoi on a besoin. Pour l'instant, ces plans d'équipement sont très souvent construits par des technophiles dans des collectivités territoriales sans faire assez, à mon avis, le lien avec les besoins réels des collègues dans les écoles. Parce que c'est eux qui ont l'expertise pédagogique. Oui, parmi ces besoins, Cathy nous signale qu'il y a la question aussi du vieillissement des équipements, de l'évolution des logiciels, de l'entretien du matériel. On sait que là où ça existe, ce travail-là est un travail de professionnels, des professionnels qui manquent souvent dans les établissements et dans les écoles. Donc voilà, c'était plus une remarque qu'une question, mais peut-être... Non, sur le renouvellement, c'est pour ça que je disais vraiment, il nous paraissait important de sortir justement du plan d'équipement qui, à un instant T, va équiper toutes les écoles et puis après, on n'en parle plus pendant 10 ans. Et les collègues ont raison, tout ça devient obsolète très, très rapidement. De la même façon, pour la formation des enseignants, c'est pour ça que je disais, c'est moins une formation grande messe, là encore, qui serait fait tous les 5 ans, que vraiment des équipes sous forme de coaching. Nous, c'est ce qu'on fait à l'université. Moi, je développe un gros consortium de formation à distance. On demande aux profs, c'est quoi votre projet pédagogique? Et puis, on s'adapte au projet pédagogique. En fait, finalement, c'est des formations actions. On les forme pendant 6 mois pour les accompagner sur le développement de leur projet. On ne les forme pas, vous voyez, de façon consécutive. 1, vous formerez au numérique et puis 2, vous mettriez en place. Non, on part de leur projet et on les forme pour pouvoir développer leur projet. Voilà. Donc, c'est plus du coaching, je crois, dont les équipes ont besoin que de grandes messes. Alors, comment développer ce coaching? Là, on retombe sur les ressources.
humaine. Il y a une question de Franck sur le relatif faible recours aux exerciceurs dans les usages du numérique à l'école. N'est-il pas à interpréter positivement comme la manifestation de la réticence des professeurs des écoles à entraîner individuellement des compétences de bas niveau, comme par exemple les correspondances graphophonologiques, le comptage numérotage, etc. Alors là, ça me semble intéressant, c'est une bonne question, justement, qui reboucle sur valeur ajoutée du numérique. Et ça reboucle aussi évidemment sur l'expertise pédagogique des collègues. Il faut à mon avis regarder très finement, là c'est vraiment de la didactique des disciplines, qu'est-ce qui doit nécessiter un entraînement répété et qu'est-ce qui relève de compétences plus complexes qui en effet ne passent pas par des exerciceurs. Donc je crois que c'est ce travail extrêmement fin qui peut y répondre. À mon avis, la réponse n'est pas ni blanche ni noire. Elle est vraiment pour quelle activité ce serait bien en effet de pouvoir m'appuyer sur certains de ces outils. Et alors, c'est une question que j'avais envie de te poser aussi. Je ne sais pas si le rapport a abordé ça. C'est en quoi le numérique peut être aussi un élément, facilitateur du prescriptif de la part d'un ministère de l'éducation et aussi un facilitateur du contrôle dans les gestes professionnels des enseignants. Est-ce que cet aspect des choses a été... comment dire? Est-ce que ça peut être le cas, par exemple, par rapport à des évaluations ou des choses comme ça le fait, par exemple, de passer des évaluations nationales, par exemple, sur des tablettes, etc. C'est évident. Enfin, je veux dire, c'est évident que les outils numériques permettent davantage de contrôle. Là, nous, dans les rapports, je dois dire qu'on est parti du côté enseignant. C'est-à-dire que lorsqu'un enseignant veut développer telle activité pédagogique, comment il s'y prend? Et donc, c'est lui qui maîtrise les outils. On est parti, évidemment, de ce point de vue-là. Bien, merci. On pourrait encore en discuter longtemps, c'est évident. C'est un sujet, on voit bien qu'on peut tirer des fils et il y a bien des dimensions à traiter. En tout cas, merci pour ton intervention. On est tenu par le timing de notre après-midi. On va écouter Nico, ce sera très intéressant également. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je vais enchaîner directement. Alors, avant Nico, je vais proposer d'assister, de voir une vidéo d'une camarade italienne, syndicaliste italienne, Rossella Benedetti, qui va nous ouvrir une fenêtre sur la situation dans son pays, cette situation de l'école, bien sûr, dans son pays. Alors, Rossella Benedetti est professeure de lycée et syndicaliste. Elle représente les 3 confédérations syndicales italiennes. Elle siège dans les institutions et organismes européens sur les questions d'éducation, de formation, de genre, de discrimination, de migrants et de droits humains. Elle travaille également sur les initiatives de la Confédération européenne des syndicats sur toutes ces questions. Donc, je vais tout de suite lui laisser la parole pour sa petite intervention. Merci. Alors, bonjour, je suis Rossella Benedetti, je suis membre de l'exécutif national de la Fédération Scuola UA, l'une des 3 syndicats les plus importants dans le secteur de l'éducation en Italie. En Italie, on a passé et on passe toujours des mauvais moments à cause du Covid et aussi à cause de la manque de dialogue social avec les ministres de l'éducation. Et les ministres de l'éducation qui appartient à un parti qui a toujours parlé des syndicats comme de quelque chose de vieux et dont on doit se libérer, donc pour vous faire comprendre. Et quels sont les problèmes? On a réussi avec des efforts continus à obtenir un accord sur un protocole pour entrer à l'école qu'on a signé en août. Les protocoles n'ont pas été mis en place par les ministres.
Donc, on a contesté déjà ça. Les enseignants sont au travail en ce moment. Et au début, en septembre, tout le monde était au travail, mais on a laissé aux écoles l'organisation, parce que les écoles sont autonomes en Italie. Donc, les écoles, dans les cadres des normes, des lois, ont organisé les services scolaires. Et on a les écoles, les collèges, les écoles primaires et préprimaires ont reçu du personnel en plus. C'est des contractuels, ce n'est pas des employés à temps indéfini. Ils ont reçu des 3 à 10 enseignants de plus selon la grandeur, selon la taille de l'établissement scolaire et du nombre des élèves. Tandis que les secondaires, les lycées, ils ont reçu que du personnel administratif, pas administratif, de personnel de soutien, de ce qu'on appelle collaboratori scolastici, les gens qui font les ménages et qui assurent les contrôles des entrées et des sorties des élèves. En ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a une Italie divisée par région. On a des régions en état d'alerte rouge, on a des régions en état d'alerte orange, on a des régions en état d'alerte jaune. Dans les régions avec l'état d'alerte rouge, il n'y a que les élèves du primaire et du pré-primaire qui vont encore à l'école. Tous les autres, à partir de la 10e année du collège, font l'apprentissage à distance, en distanciel. Donc, on est revenu à l'état où l'on était en mars. Dans les autres régions, ce n'est que les gens du lycée, les étudiants du lycée qui restent à la maison et qui font de 75 au 100% d'apprentissage à distance. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, comme organisation? Nous avons plusieurs fois demandé à la ministre de négocier les conditions de travail des enseignants. La ministre elle a proposé un contrat les jeudis en nous demandant les samedis de les signer sans pouvoir les modifier. Trois organisations ont signé les contrats. En Italie, il suffit que les 50% plus 1 des travailleurs représentés par les organisations. Donc, les 3 organisations représentent les 50% plus 1. Et en ce moment, on attend que ces contrats deviennent, soient implémentés, deviennent obligatoires pour tout le monde. Nous contestons les contrats parce que les contrats causent beaucoup de problèmes. Surtout, on dit que, en tout cas, les enseignants doivent garder leurs horaires de service, c'est-à-dire rester pendant 18h, 22h, 25h devant une vidéo pour faire une leçon aux étudiants. Et déjà, ça, ce n'est pas possible parce qu'en distanciel, c'est quelque chose de différent. Et il y a aussi d'autres choses qu'on a contestées. Mais malheureusement, il y a des collègues dans d'autres syndicats qui ont signé ça. Donc, on est toujours, on doit toujours lamenter, c'est lamentable qu'il n'y ait pas assez de dialogue social et qu'il y ait aussi des organisations qui ont accepté ça, tout ça. Pour le reste, il n'y a pas d'augmentation de salaire pour les enseignants. Il n'y a pas ils ont dépensé beaucoup d'argent pour des bancs qui en ce moment ne servent à rien. Ils ont donné de l'argent pour acheter des dispositifs à donner aux étudiants et pour la connexion. Mais on n'a quand même toujours pas d'attention, on n'a pas fait, on ne fait rien pour défendre les conditions de travail des enseignants qui sont obligés parfois, même souvent, par les chefs d'établissement à se rendre à l'école, donc à
prendre des transports en commun, des transports publics, pour réaliser ces vidéos leçons pour les étudiants qui sont tous chez eux. Donc, il y a beaucoup de confusion à ces moments et beaucoup de malaise parmi les personnels et parmi les enseignants. Et ça, c'est la situation. En bref, ce n'est pas facile à tout expliquer, mais j'espère que c'est assez éclairant pour que vous puissiez comparer ça avec votre situation. Merci. Voilà. Donc, oui, c'est assez éclairant et on voit bien tous les points communs qu'il peut y avoir des deux côtés de la frontière entre l'Italie et la France, notamment sur l'absence de dialogue social et bien d'autres choses. Voilà. Donc, nous allons poursuivre notre après-midi avec Nico Hirt. Nico Hirt, lui, est agrégé en sciences physiques. Il est syndicaliste et chercheur en Belgique. Il est actuellement à la retraite. Il est membre fondateur et actuellement président de l'APED, c'est l'Appel pour une école démocratique. Il est auteur de divers ouvrages sur l'école. Parmi ces derniers, on peut signaler l'école numérique et classe inversée, 2 chevals de Troie du libéralisme scolaire. Et également, qu'as-tu appris à l'école? Essai sur les conditions éducatives d'une citoyenneté critique. Comme une lumière rasante souligne le relief d'un paysage, Nico Hirt nous propose une analyse de la façon dont les attentes du marché influent et façonnent les systèmes scolaires et les pratiques scolaires. Nico, c'est à toi. Bonjour, on m'entend là? Oui. Donc, moi aussi, je vais commencer par vous remercier pour l'organisation de ce colloque et pour l'occasion que vous me donnez d'y participer. C'est un grand plaisir et puis c'est un grand honneur aussi d'être invité là-bas. Moi aussi, je vais prendre pour point de départ, comme Nathalie Mons, l'école numérique. Et je voudrais dire, pour me prémunir de toute critique inutile, je vais tenir un discours qui sera un peu critique sur l'école numérique, mais je ne voudrais pas qu'on interprète cette critique comme un rejet de toutes les formes de cette école numérique ou de l'usage du digital à l'école. J'ai moi-même été professeur de mathématiques, de physique et même d'informatique, et j'ai beaucoup utilisé l'ordinateur dans mes cours pour divers usages. Et donc, mon propos n'est pas de rejeter l'ordinateur comme quelque chose qui n'aurait pas sa place à l'école, mais je m'interroge sur quelles sont les motivations essentielles qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans une évolution et dans le progrès d'un usage bien particulier du numérique et qu'on a observé en particulier ici pendant la pandémie. Et cet usage particulier, c'est l'utilisation de l'ordinateur pour favoriser l'enseignement à distance. Et en lien avec cette utilisation, on a vu également, au cours des périodes de confinement, on a vu aussi le progrès d'une autre doctrine relative à l'enseignement, c'est celle de la classe inversée, dont les défenseurs estiment qu'on gaspille en classe le précieux temps de présence des élèves en le consacrant à de la transmission du savoir, et selon lesquels il vaudrait donc mieux laisser les élèves découvrir ou étudier la théorie chez eux avec un logiciel adéquat, avec une vidéo, et réserver le temps de présence en classe pour effectuer des exercices, des problèmes sous le contrôle et avec l'assistance individualisée de l'enseignant. Et mon propos, c'est, je voudrais tenter de montrer pourquoi ces deux doctrines, la classe inversée et l'utilisation du numérique pour faire de l'enseignement à distance, le succès de ces deux doctrines, selon moi, n'est pas simplement conjoncturel. Ce succès s'inscrit dans un mouvement de fond qui transforme l'école depuis bientôt un quart de siècle.
ça va de la conquête de l'école par des investisseurs privés, en passant par l'abandon des grandes ambitions de démocratisation qui ont été celles des années 60-70, le glissement dans les programmes, de programmes qui étaient formulés en termes de savoir, on glisse de plus en plus vers des programmes formulés en termes de compétences, le recentrage aussi sur les compétences dites de base, l'individualisation des relations école-famille, l'individualisation des parcours d'apprentissage, l'individualisation de la relation formation-emploi, la mise en compétition croissante des établissements scolaires sur un quasi-marché scolaire, les processus de dérégulation, de déréglementation, l'autonomie croissante des écoles, mais aussi paradoxalement, en contradiction apparente avec cette autonomie croissante des écoles, la pression de plus en plus forte de l'évaluation, évaluation des élèves, des enseignants, des établissements et évaluation aussi des systèmes éducatifs, notamment par les enquêtes PISA. Ce que je voudrais montrer, c'est que ce grand bouleversement de l'école qui dure depuis plus de 2 décennies, ce bouleversement aussi des discours, de la pédagogie, de la sociologie, de l'économie même sur l'école, que ce bouleversement trouve son explication, son origine objective dans des caractéristiques externes à l'école, dans l'environnement économique de l'école, ce que j'appelle la crise du capitalisme mondial liée à la globalisation économique, dans les mutations du rôle de l'État, dans l'évolution des rapports techniques et sociaux de production, donc dans l'évolution du travail, et dans l'émergence de nouveaux moyens de production, dans l'innovation technologique et scientifique. La nature essentielle de la crise du capitalisme, sur laquelle il faut nous pencher un instant parce qu'elle détermine très fortement l'évolution actuelle de l'enseignement, comme on va le voir, la nature de cette crise mondiale est essentiellement une crise de surcapacité de production. Voici des chiffres qui concernent les États-Unis, mais je pourrais vous donner des chiffres similaires pour l'Europe. Aux États-Unis, le taux d'utilisation des capacités productives a chuté. Il était de l'ordre de 85% vers la fin des années 60 et il est descendu aujourd'hui aux alentours de 75%. Ça veut dire qu'un quart des capacités productives sont aujourd'hui excédentaires. Elles constituent donc des investissements totalement inutiles et, pour le dire en d'autres termes, on pourrait produire un tiers de biens ou de services en plus que ce qu'on produit aujourd'hui, mais on ne le fait pas faute de demande solvable. Cette surcapacité de production engendre d'une part un excédent de capitaux qui explique pourquoi les investisseurs sont à la recherche depuis 20-30 ans maintenant de secteurs, d'autres nouveaux secteurs d'investissement, notamment dans ce qui était jadis des services publics, la poste, les transports en commun, les soins de santé. Et d'autre part, cette surcapacité de production elle entraîne une sorte d'exacerbation de la compétition économique. Pour sortir de cette compétition, pour sortir vainqueur de cette compétition économique, les investisseurs cherchent à utiliser l'innovation technologique pour créer de nouveaux produits, pour améliorer la productivité de leur production, améliorer leur compétitivité, mais en retour, bien sûr, cette augmentation constante de la productivité ne fait finalement qu'exacerber encore la surcapacité de production. D'autre part, l'excédent de capitaux, la surcapacité de production, l'environnement de crise générale fait que les milieux économiques poussent les milieux politiques à réduire la pression fiscale sur les hauts revenus, sur les capitaux, de façon à attirer des investisseurs, de façon à attirer des entreprises, mais cela ça contraint les États à une politique d'austérité budgétaire qui
en retour, par la diminution des dépenses sociales, par la diminution des services publics, accroît de nouveau la surcapacité de production. Alors, voyons maintenant quelles sont les conséquences de ce contexte économique, technologique et budgétaire pour l'école. Alors, premièrement, bien sûr, l'enseignement est frappé, au même titre que les autres services publics, par la politique d'austérité budgétaire. Voici un graphique qui montre pour quelques pays développés l'évolution des dépenses publiques d'enseignement en pourcentage du produit intérieur brut. Et on voit qu'après la très forte croissance des dépenses d'enseignement qui avait suivi la Deuxième Guerre mondiale, où on était passé de à peu près 3% du PIB consacré à l'enseignement vers 1950 à 5%, 6%, parfois 7% du PIB dans certains pays, notamment en Belgique, vers 1980. Depuis 1980, on observe plutôt une stagnation, voire une diminution des dépenses publiques d'enseignement. Voici un autre graphique. La courbe bleue vous montre l'évolution des dépenses moyennes d'éducation en pourcentage du PIB pour les pays membres de l'Union européenne, et vous constatez que c'est bien une diminution régulière, pas très forte, mais régulière, entre 2009 et 2018 que nous observons. Encore faut-il ajouter que cette diminution est ici largement sous-estimée, puisque on a ici on ne tient pas compte du fait que les effectifs de l'enseignement, notamment dans l'enseignement supérieur, ont, eux, continué de croître depuis les années 80. Le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur n'a cessé d'augmenter. Et donc, la diminution des dépenses d'enseignement rapportées non seulement au PIB, comme c'est le cas ici, mais rapportées également aux effectifs totaux, cette diminution est plus forte encore que ce qui est représenté là. Dans ce contexte, nous disent des économistes de l'éducation comme Eric Hanushek et Ludger Wössmann, cités ici, qui sont deux économistes qui ont l'oreille de l'OCDE, il faut, nous disent-ils, que l'éducation, que l'enseignement subisse des réformes institutionnelles plutôt qu'une expansion des ressources à l'intérieur du cadre institutionnel existant. Donc, en d'autres termes, la nécessaire transformation de l'école pour s'adapter aux exigences nouvelles de l'économie ne doit pas prendre la forme d'une expansion des ressources, donc d'une augmentation des dépenses, mais la forme de réforme institutionnelle. Et par réforme institutionnelle, il faut entendre des réformes sur le plan de l'organisation, de la structuration du système éducatif, de son pilotage, mais aussi de ses contenus et voire même parfois de ses pratiques pédagogiques. Alors, examinons de plus près les conséquences directes de cette crise économique internationale sur les attentes en matière éducative. Premièrement, la quête de nouveaux secteurs où investir leurs capitaux n'épargne évidemment pas l'école. Les quelques 2500 milliards de dollars de dépenses annuelles mondiales pour l'éducation ont attiré l'attention et les convoitises de nombreux investisseurs. L'une des formes de privatisation la plus importante, c'est précisément le développement du marché de l'éducation en ligne, dont le nombre de clients est passé de 400 000 en 2002 à 3,5 millions en 2013, avec un taux de croissance annuel de l'ordre de 10%, un peu plus de 10% même. Une autre forme de développement de la privatisation de l'enseignement qui concerne particulièrement la France et la Belgique, c'est le développement du marché du soutien scolaire privé. C'est sans doute lié au fait que la France et la Belgique sont aussi les pays où les inégalités, les taux d'échec et les inégalités dans l'enseignement sont les plus élevés, et des entreprises comme Academia, Educadomo et autres surfent très adroitement sur ces opportunités, sur l'opportunité que représentent ces taux d'échec. D'autre part, l'exacerbation de la compétition économique pousse les décideurs de l'économie à exiger que l'école centre davantage son attention
sur les objectifs et sur l'adaptation, sur la mise en adéquation de l'éducation avec les besoins de l'économie et donc, en tout premier lieu, avec les besoins, les attentes du marché du travail. Donc, pour comprendre la nature de cette mise en adéquation de l'école, il faut donc tourner notre regard vers ces évolutions dans le champ du travail. Alors, on notera d'abord, bien sûr, la précarité de l'emploi et des conditions sociales des travailleurs, qui sont une conséquence assez évidente et bien connue de la crise économique, avec d'une part une pression sur les salaires qui résulte de la recherche effrénée de compétitivité et d'autre part des emplois de plus en plus instables. Une autre évolution bien connue et de long terme, c'est la tertiarisation des emplois, bien qu'il faille faire attention parce que parfois la classification d'emplois, le glissement dans la classification des emplois d'emplois ouvriers vers des emplois d'employés reflète davantage des mutations dans les modes de classification que dans la nature même du travail. Mais je voudrais surtout m'arrêter sur la question de savoir quel est l'impact de l'évolution des technologies et de l'évolution de l'environnement économique sur les attentes en termes de niveau de qualification. On croit souvent que l'élévation, que le développement technologique, le développement scientifique et technologique impliquerait automatiquement une élévation des niveaux de formation, des niveaux de qualification requis sur le marché du travail. Or, l'histoire nous montre qu'il n'en est rien. On en a un très bon exemple au XIXe siècle, quand le développement du machinisme, loin de se traduire par une élévation des niveaux de formation, des qualifications des ouvriers, s'est traduit au contraire par le remplacement d'ouvriers qualifiés par des ouvriers qui n'exécutaient plus que des tâches simples et répétitives sous la contrainte du rythme imposé par la machine. Et si au cours du XXe siècle, d'autres progrès techniques comme l'électricité ou la mécanique de précision ont nécessité une augmentation des niveaux de qualification, on peut se demander ce qu'il en est aujourd'hui. Or, ce que montre aujourd'hui la sociologie du travail, c'est que ces nouvelles technologies, ou ces dites nouvelles technologies, tendent à se substituer aux travailleurs, surtout dans les emplois à niveau de qualification intermédiaire. Des soudeurs qualifiés, par exemple, sont aujourd'hui remplacés par des robots soudeurs dotés d'une intelligence artificielle qui n'est au fond que la transcription de leur savoir-faire en algorithmes complexes. En revanche, les emplois qui sont moins affectés par le remplacement par des ordinateurs ou par des machines commandées par ordinateur, ce sont les emplois qui se situent aux deux extrémités de la hiérarchie des niveaux de formation. Les emplois très très hautement qualifiés d'une part et les emplois très faiblement qualifiés d'autre part, ces emplois qui se développent surtout dans le secteur des services. Le graphique que vous voyez là représente l'évolution prévue par le CEDEFOP de l'emploi en Europe entre 2015 et 2025. Et on voit bien ici, avec la ventilation qui est proposée, on voit bien ce phénomène de polarisation des niveaux de formation ou de qualification sur le marché du travail. On a une très forte croissance des emplois à haut niveau de qualification, cadres supérieurs, ingénieurs, techniciens. On a une diminution de la demande d'employés, d'agriculteurs qualifiés ou d'ouvriers, et surtout une forte diminution du nombre d'ouvriers qualifiés et d'artisans. Et alors, de nouveau, une augmentation des emplois de vendeurs dans les secteurs de services et les tâches dites élémentaires. Donc, on n'assiste plus aujourd'hui à une élévation générale des niveaux de formation qui sont demandés sur le marché du travail, mais plutôt à une espèce de polarisation, une très forte croissance des emplois à très haut niveau de qualification, mais aussi des emplois à faible niveau de qualification, voire des emplois non qualifiés. Seulement, si les qualifications se polarisent sur le marché du travail, alors en bonne logique de rationalité… Pardon ? Non, je croyais qu'on m'interrompait. Non, je continue.
En bonne logique de rationalité économique, il n'est pas logique ou il n'est pas rationnel de poursuivre une ambition de démocratisation générale de l'enseignement alors que les niveaux de formation que demande l'économie, eux, se polarisent. L'OCDE est à cet égard extrêmement claire puisqu'elle nous dit, pardon, je n'ai pas, voilà, excusez-moi, j'ai oublié une dia, voilà. L'OCDE est extrêmement claire à cet égard. Elle nous dit que, je cite, tous n'embrasseront pas une carrière, donc tous les élèves n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. En d'autres mots, les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que certains, au moins, n'aillent pas trop loin. Et pour qui imaginerait que ce genre de propos ne peut être tenu que dans le cadre d'un organisme qui n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est aux puissants comme l'OCDE, voici les paroles que l'on peut lire dans le rapport Tello qui concernait la rénovation de l'école en France. La notion de réussite pour tous, la notion de réussite scolaire pour tous, dit le rapport Tello, ne doit pas prêter à malentendu. Elle ne veut certainement pas dire que l'école devrait se proposer de faire que tous les élèves atteignent les qualifications scolaires les plus élevées. Ce serait une illusion pour les individus et une absurdité sociale, puisque les qualifications scolaires ne seraient plus associées, même vaguement, à la structure des emplois. En d'autres mots, l'augmentation des inégalités sociales à l'école que l'on observe dans beaucoup de pays avancés, et notamment en France, en particulier en France, en caricaturant un peu, on pourrait dire que ce n'est pas tant un signe de dysfonctionnement de l'école que le signe de sa parfaite adéquation avec l'évolution des demandes sur le marché du travail. Penchons-nous d'un peu plus près sur la nature de ces emplois non qualifiés ou faiblement qualifiés qui émergent aujourd'hui. Voici la liste des 26 emplois qui ont connu la plus forte croissance aux États-Unis entre 2000 et 2010. Sur ces 26 emplois, 16 sont des emplois non qualifiés et 2, en gris foncé avec un astérisque, sont des emplois faiblement qualifiés. Restauration et fast-food, 673 000 créations d'emplois en 10 ans. Vendeur au détail, caissier, employé général de bureau, agent de sécurité, serveur, serveuse, aide-soignant. Je ne sais pas si vous voyez, mais en énumérant ces emplois, on constate que tous ou presque tous sont des emplois dans les secteurs de services. Jadis, quand on parlait de travailleurs non qualifiés, on pensait d'abord aux ouvriers spécialisés, aux manœuvres du secteur de l'industrie, aux travailleurs non qualifiés du secteur de l'agriculture. Et vous voyez qu'ils arrivent ici seulement aux alentours de la 15e ou de la 16e position dans cette liste. En d'autres mots, les emplois non qualifiés, aujourd'hui, quand on parle d'emplois non qualifiés, il s'agit d'emplois qui, certes, ont le statut d'être non qualifiés, mais qui nécessitent malgré tout un certain nombre de compétences de base. Prenons par exemple l'emploi de la personne qui tient le bar du TGV. Je suis souvent amené à voyager en France dans des TGV j'étais souvent avant la pandémie amené à voyager en France pour donner des conférences. Je voyageais en TGV et toutes les 10 minutes, on me rappelait que le bar était ouvert en voiture 7, communication dans la langue maternelle, der Bar ist geöffnet Fahrzeug 7, the bar is open in coach 7, communication dans une langue étrangère, un peu de culture mathématique, de compétences de base en sciences et technologies et de culture numérique pour pouvoir se servir des multiples systèmes de chauffe, lecteurs de cartes bancaires, ordinateurs pour l'encodage des ventes qui se trouvent derrière le comptoir du bar du TGV,
apprendre à apprendre, c'est-à-dire être capable de se servir d'un nouvel appareil sans demander à la Société des wagons-lits 3 mois de formation, des compétences interpersonnelles, interculturelles et de la sensibilité culturelle pour pouvoir faire la conversation aux voyageurs de première et de deuxième classe entre lesquels le bar est coincé, et enfin de l'esprit d'entreprise pour être motivé et nous rappeler toutes les 10 minutes que le bar est ouvert en voiture 7. Je caricature peut-être un peu, mais à peine, quand vous regardez la liste de ces compétences de base dont on nous dit qu'il faut que l'enseignement les prenne comme guide pour au moins l'enseignement de tronc commun jusqu'à l'âge, disons, de 15 ans, on voit bien qu'elles correspondent exactement aux compétences qui sont aujourd'hui exigées de façon minimaliste, mais de façon générale, dans ces emplois non qualifiés ou faiblement qualifiés du secteur des services. Et à partir du moment où tout le monde maîtrisera ces compétences de base-là, eh bien, on pourra continuer à utiliser des travailleurs non qualifiés dans ces emplois-là et donc continuer à les payer au barème de travailleurs non qualifiés. La dernière et très importante évolution dans le champ du travail, c'est la demande de flexibilité. Cette demande de flexibilité, elle découle d'une part du rythme énorme de l'innovation scientifique et technique, mais elle découle évidemment aussi de l'instabilité dans l'environnement économique et social. Personne aujourd'hui ne peut prédire quels seront les rapports techniques de production dans 5 ans ou dans 10 ans. Personne ne sait quels seront les marchés porteurs dans 5 ans ou dans 10 ans. Et dans ces conditions-là, l'essentiel aux yeux des milieux économiques n'est pas tant que l'école transmette des savoirs de haut niveau, mais plutôt qu'elle apprenne à tous à être flexible, c'est-à-dire à être adaptable, à être capable de mettre à jour ses connaissances, ses compétences tout au long de la vie en fonction des besoins changeants de son environnement de travail. Les jeunes qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail, nous dit l'OCDE, seront amenés à changer d'employeur, voire d'emploi à plusieurs reprises au cours de leur carrière. Et dans ces conditions, pour être préparé au marché du travail actuel, il faut être capable de faire face à l'incertitude et au changement. Cette demande de flexibilité, elle se traduit d'abord par un glissement dans les objectifs d'éducation. L'important n'est plus le bagage de connaissances que l'on peut acquérir au cours de sa formation initiale, mais plutôt la capacité d'utiliser, de mettre en œuvre rapidement des savoirs nouveaux et variés dans des situations inédites. Et cette capacité, elle correspond exactement au concept de compétence, dans le sens en tout cas que l'on confère à ce mot dans la doctrine pédagogique dite de l'approche par compétence. Et on observe effectivement que dans le monde entier aujourd'hui, les programmes d'enseignement ont été ou sont en train d'être reformulés en termes de compétences plutôt que de savoir ou de connaissances. Parfois, ces réformes programmatiques ont été avancées au nom de considérations pédagogiques. C'est le cas notamment en Belgique francophone et en France, je crois. Mais l'OCDE elle-même est très claire à ce sujet. Pour quelles raisons se demande-t-elle? Ces compétences, somme toute assez classiques, se retrouvent-elles maintenant sur le devant de la scène? Réponse: parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences sera à même de s'adapter continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution. Le patron des enquêtes PISA à l'OCDE, Andreas Schleicher, dit à peu près la même chose. Les systèmes scolaires restent le produit de l'ère industrielle centrée sur la standardisation et la conformité. Cependant, le rythme du changement dans la société moderne réclame moins de faits et plus de compétences pour appliquer les connaissances dans des situations inédites. On passe de la mémorisation à l'élaboration. Ce qui me frappe dans cette situation, c'est le fait que Andreas Schleicher ramène les savoirs
au rang de simples faits, c'est-à-dire de simples informations qu'il suffirait en d'autres mots d'aller chercher dans des livres ou sur Internet au moment où on en aurait besoin. On retrouve la même idée chez certains défenseurs de l'approche par compétences, ici Parmentier et Paquet, qui nous disent que les contenus matières ne sont plus considérés comme une fin en soi, mais comme une ressource pour développer des compétences. Le rôle de l'enseignant n'est plus de transmettre ces contenus matières, mais de concevoir et de gérer des séquences d'apprentissage dans lesquelles les apprenants sont confrontés à des situations nouvelles qui les amènent à chercher et traiter l'information nécessaire pour y faire face adéquatement. Donc ici aussi, le savoir, la dimension théorique, conceptuelle du savoir est évincée et on n'en garde plus que le savoir est relégué au rang de ressources ou d'informations qu'il suffit d'aller chercher et qu'on peut utiliser au moment où on en a besoin, qu'il ne faut pas maîtriser préalablement. La demande de flexibilité implique aussi que le travailleur soit capable et qu'il ait la volonté d'adapter lui-même, tout seul, ses connaissances et ses compétences à l'évolution de sa situation professionnelle ou à l'évolution des rapports techniques de production. On plaide donc pour une double individualisation. D'une part, une individualisation du rapport formation-emploi, où chacun sera pleinement responsable de la mise à jour de ses compétences pour rester employable sur le marché du travail, et d'autre part, une individualisation du rapport au savoir. Il s'agit d'être autonome dans ses apprentissages. Ainsi que le dit le CDFOP, le Centre européen de développement de la formation professionnelle, qui est en quelque sorte l'organe européen chargé d'examiner l'adéquation entre les formations et les besoins du marché du travail, il faut, dit-il, préparer les citoyens européens à être des apprenants motivés et autonomes, à même d'interpréter les exigences d'un marché du travail précaire dans lequel les emplois ne durent plus toute une vie. Ils doivent prendre en main leur formation afin de maintenir leurs compétences à jour et de préserver leurs valeurs sur le marché du travail. Je pense que la classe inversée et l'apprentissage à distance, donc l'usage du numérique qui consiste à favoriser l'apprentissage à distance, cadrent assez bien dans ces évolutions. Le recentrage de l'activité en classe sur la mise en œuvre du savoir et la relégation de l'étude théorique à domicile traduisent assez bien, d'une part, cette primauté du savoir utile, de la compétence sur le savoir théorique, et d'autre part, l'entraînement du futur travailleur à étudier seul sur son ordinateur afin de rester employable sur le marché du travail. Et puis, bien sûr, ça rejoint aussi les objectifs de réduction du coût de l'enseignement, moins de professeurs coûteux, plus de machines bon marché, et finalement, ça prépare le terrain aux investissements lucratifs dans le marché de l'enseignement en ligne. Finalement, pour être complet, il faut ajouter à ce tableau la dérégulation de l'enseignement, l'abandon des systèmes éducatifs centralisés, dirigés centralement par l'État au profit de réseaux d'établissements autonomes en situation de plus forte compétence sur le quasi-marché scolaire. Et cette nouvelle forme de management de l'école implique à son tour de nouvelles méthodes de pilotage de l'enseignement. La dérégulation en amont suppose un renforcement du contrôle en aval, d'où l'envahissement de l'école par une espèce d'obsession de l'évaluation. On évalue de plus en plus les élèves, mais aussi les enseignants, les établissements et les systèmes éducatifs eux-mêmes via les grandes enquêtes internationales comme PISA. Deux autres économistes de l'éducation, Ludger Wössmann et Dieter Schutz, concluent en disant des politiques qui introduisent la compétition, le libre choix et les forces du marché dans le système scolaire ont montré qu'elles possédaient un fort potentiel pour faire évoluer ces systèmes vers un niveau d'efficience plus élevé. Alors, est-il vrai que l'école va évoluer vers un niveau d'efficience plus élevé
grâce à la dérégulation, grâce au recentrage sur les compétences, grâce à toutes ces évolutions qu'on vient de nommer, mais ça dépend de ce qu'on appelle niveau d'efficience de l'école. Si on attend de l'école qu'elle forme les travailleurs et les consommateurs adaptables et adaptés à l'évolution actuelle des rapports de production, alors sans doute, oui, l'évolution actuelle de l'enseignement et l'évolution qui est impulsée aujourd'hui dans les systèmes éducatifs est sans doute la meilleure forme de mise de l'école au service de l'économie. Donc, si on estime que les rapports socio-économiques du monde actuel sont bons pour tout le monde, alors oui, il faut applaudir à l'évolution actuelle. Si on pense au contraire que ces rapports sociaux et économiques conduisent le monde vers de plus en plus de misère, d'inégalité, de destruction de l'environnement, d'instabilité sociale et économique, si on estime que ces rapports sociaux et économiques doivent être non pas reproduits, favorisés par l'école, mais au contraire mis en danger par l'école, c'est-à-dire que l'école doit produire des travailleurs et des citoyens capables non pas de s'adapter à ces évolutions, mais capables d'y résister, capables de les combattre, capables de comprendre le monde dans toutes ses dimensions historiques, géographiques, culturelles, technologiques et autres, capables de comprendre le monde et capables de transformer le monde, alors c'est une école tout à fait différente qu'il nous faut favoriser. Mais ce choix-là n'est pas un choix qui dépend de ce que nous dictent, de ce que nous enseignent les sciences économiques ou les sciences de l'éducation ou la sociologie. C'est un choix éminemment politique et c'est ce choix politique devant lequel nous nous trouvons et devant lequel nous nous trouvons aussi collectivement en tant qu'organisation syndicale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nico. Écoute, au niveau du timing, c'est parfait. Nous avons donc notre quart d'heure d'échange. On a 3 questions déjà qui sont arrivées. L'une de Julie qui nous dit « Je suis devenue enseignante pour participer, apporter ma petite pierre dans la construction des futurs citoyens que seront mes élèves. Petit à petit, j'ai eu le sentiment de devoir me battre contre mon ministère pour pouvoir le faire. Pour vous, ce glissement a commencé quand ?» Ce glissement, ah oui. Pardon. Oui, ce glissement a commencé dans les années 80. En tout cas, le discours politique qui soutenait cette évolution que je viens d'esquisser, le discours politique, on le trouve dans les années 80. Pour moi, il y a fin des années 80. Il y a un événement qui a été, en tout cas dans ma prise de conscience personnelle, un élément déclencheur, ça a été la lecture du rapport de la table ronde européenne des industriels. ERT, European Round Table. La table ronde européenne des industriels, c'est un lobby qui regroupe une 60aine de chefs d'entreprise européens, mais pas de n'importe quelles entreprises. Ce sont les grandes entreprises de secteur de pointe de la technologie ou secteur de pointe en plein essor aujourd'hui, notamment dans le domaine des services, et qui a été constitué dans les années 80, dont les premiers rapports penchaient sur le commerce extérieur européen, sur la compétitivité des entreprises européennes. Et puis en 1989, ils ont sorti un rapport sur, j'essaie de me souvenir du titre du rapport, l'éducation en Europe, compétences et compétitivité, quelque chose dans ce goût-là, mais je ne me souviens pas précisément, il faudrait que je le recherche. Et ce rapport, il esquissait déjà dans les grandes lignes ce qui allait être favorisé durant les 20 années suivantes, notamment par la Commission européenne et puis un peu plus tard par l'OCDE, par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international aussi, à savoir l'évolution vers plus de
compétition dans l'enseignement, le glissement des savoirs vers les compétences, le recentrage sur les compétences de base et en particulier sur la formation numérique, etc. Donc, je dirais que ça a commencé au moment où les milieux économiques ont pris conscience que la crise économique qui avait commencé au milieu des années 70 avec les deux chocs pétroliers, que ce n'était pas une crise conjoncturelle, mais qu'on était arrivé dans une période structurellement nouvelle de l'histoire de l'économie capitaliste. Et c'est à ce moment-là que le discours sur l'école a petit à petit commencé à se modifier et aussi à s'uniformiser à l'échelle mondiale, à l'échelle globale. Kevin vous demande quel est l'impact, selon vous, des processus de Bologne en France dans la mise en place de ces évolutions vers une mise en adéquation au marché du travail de l'école. Pensez-vous que le premier et second degré sont moins touchés en France que dans d'autres pays européens par cette évolution? Le processus de Bologne concerne essentiellement l'enseignement, enfin concerne exclusivement l'enseignement supérieur. Sa mise en œuvre répondait, je pense, à une volonté de préparer l'enseignement supérieur européen à être prêt à engager la compétition au niveau des universités, au niveau de l'enseignement supérieur, avec les pays qui étaient à la pointe de l'évolution vers la privatisation de l'université, à savoir un certain nombre de pays du sud-est asiatique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et dans une un peu moindre mesure les États-Unis et le Canada. Et la demande qui était portée, qui a été traduite par ce processus de Bologne, ça a été d'une part de favoriser l'uniformité de l'offre de l'éducation supérieure en Europe, de façon à permettre aux clients, les étudiants, de passer plus facilement d'un offreur d'éducation à un autre et donc de favoriser la compétition sur ce marché en harmonisant l'offre de formation, en créant aussi des modes d'évaluation, de certification qui soient transnationaux, qui puissent être acceptés au-delà des frontières des nations européennes. Donc ça ne concerne pas spécifiquement la France, ça a concerné l'ensemble des pays européens. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, la France est moins touchée par cette évolution que d'autres pays? Je pense qu'elle l'est un peu moins, parce que mon impression est que la capacité de résistance des enseignants et de leurs organisations représentatives a été supérieure en France que dans d'autres pays. Je crois que les tentatives de mise en œuvre, par exemple, de plus de compétition entre les écoles, de favoriser davantage l'autonomie compétitive et le développement d'un quasi-marché plus compétitif en France ont buté sur des réactions plus fortes que dans d'autres pays. Et je pense que vous avez bien fait de résister à ces tendances et à ces évolutions. Je veux vous montrer avec un exemple. On cite souvent en exemple en matière d'efficacité et aussi d'équité les systèmes éducatifs des pays nordiques. Et effectivement, quand on regarde l'ensemble de ces pays nordiques, il est tout à fait certain que sur le plan de l'équité, sur le plan des écarts de performance observés à l'âge de 15 ans entre enfants de différentes origines sociales, ces pays ont des résultats nettement meilleurs que la France et la Belgique, par exemple. Mais il y a un pays nordique qui, depuis une quinzaine d'années, dégringole régulièrement dans les statistiques d'équité sociale scolaire. Et ce pays, c'est la Suède. Il se trouve que, alors qu'en Norvège, en Finlande,
et au Danemark, dans une certaine mesure, l'enseignement est resté essentiellement un enseignement qui est mis à l'abri du libre marché scolaire, c'est-à-dire où la très grande majorité des enfants fréquentent l'école qui leur est assignée ou proposée par les pouvoirs publics. Ce sont plus de 90%, parfois 95, 98% des enfants qui fréquentent l'école publique qui leur est assignée ou proposée. En Suède, au contraire, on a libéralisé le marché scolaire, on a introduit la compétition entre l'école publique et l'école privée, on a donné beaucoup plus de libre choix aussi bien aux parents qu'aux chefs d'établissement pour accepter les élèves. Donc on est entré plus rapidement dans ce processus de mise en compétition des écoles et on constate que la Suède aujourd'hui, ses performances, enfin l'équité de son système éducatif est terriblement mis à mal. On n'en est pas encore au niveau de la France et de la Belgique parce que l'inertie des systèmes éducatifs est très grande. Il faut du temps pour que l'inégalité s'installe dans le système, mais on voit que ça croît régulièrement en Suède et donc je plaide absolument pour qu'on continue de résister à ce type d'évolution comme vous l'avez fait en France. Bien, je crois que tu as répondu aussi un petit peu à la question de David. Enfin, David réagira auprès, dans les questions-réponses si ce n'est pas le cas. Mais il y a une autre question plus introspective de Julie qui dit « J'utilise des compétences comme enseignante parce que je trouve cela plus clair pour les familles. Je considère qu'elles permettent de sortir de l'implicite, notamment pour les familles les plus éloignées de l'école. Pensez-vous que je participe à la destruction de l'école comme endroit qui permet aux futurs élèves de se développer ?» C'est un peu sévère, mais bon, la question est posée en ces termes. Oui. Et une question que je vous donne en même temps parce qu'elle est aussi sur le thème, sur le mot de compétence, une question de Franck qui vous demande « L'acquisition de compétences ne renforce-t-elle pas le pouvoir d'agir des travailleurs et leur capacité critique à déconstruire les rapports de classe ?» Alors voilà, je vous les livre telle question. Oui, l'acquisition de compétences ne renforce-t-elle pas le pouvoir d'agir des travailleurs et leur capacité critique à déconstruire les rapports de classe? Bon, je vais commencer par la dernière question. Sans oublier Julie. Tout dépend de ce qu'on entend par compétence. Si par compétence on entend que l'on peut acquérir une capacité d'usage du savoir qui serait en quelque sorte isolée du savoir lui-même, qui se situerait en quelque sorte au-dessus du savoir, qui serait transversale aux différentes formes de savoir, alors je pense qu'on joue un jeu très dangereux. Parce que, selon moi, la capacité de résister, la capacité de lutter, la capacité d'être un citoyen critique, la capacité de comprendre le monde, elle ne passe pas d'abord par cela, mais elle passe d'abord par la connaissance du monde dans lequel on vit. Je ne pense pas que l'on puisse acquérir des compétences en physique sans étudier la physique. Je ne pense pas qu'on puisse acquérir des compétences en transformation de la société sans étudier l'histoire et le fonctionnement de la société. Je pense que les connaissances sont un élément essentiel pour instituer en chaque élève, en chaque futur citoyen, une capacité de compréhension du monde qui soit solide, qui ne soit pas basée simplement sur des valeurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de valeurs, mais les valeurs ne suffisent pas. Si on veut, par exemple, favoriser des compétences civiques ou sociales comme l'antiracisme, par exemple, le rejet du racisme, je crois qu'on peut le faire, bien sûr, en promouvant ces valeurs, mais si on veut que ça soit quelque chose de durable et de solide, il faut asseoir ces valeurs par des connaissances historiques sur l'origine du racisme, sur le commerce triangulaire, sur comment nous avons exploité les pays du tiers-monde, sur la colonisation, etc. Toutes ces connaissances
sont nécessaires si on ne veut pas que les belles valeurs s'effondrent au premier attentat ou lorsqu'une tour s'effondre à New York, parce que soudain on n'a plus de base solide auquel s'accrocher. Donc ça, c'est ma réponse à la deuxième question. À la première question, la réponse commence par la même réflexion. Je ne sais plus comment s'appelait la personne qui a posé la question. Julie. Julie. Je ne sais pas quelle acception du terme compétence Julie utilise quand elle travaille. Si elle utilise comme acception le fait qu'une compétence, c'est un ensemble de savoirs, y compris la capacité de pouvoir s'en servir, je n'ai aucun problème avec cette acception-là du mot compétence. Mais si, de nouveau, la compétence se réduit à la capacité d'usage du savoir, si elle met au premier rang cette capacité d'usage en réduisant, en plaçant très loin derrière la valeur intrinsèque de tout le processus de construction du savoir, alors je pense de nouveau qu'on joue un jeu très, très dangereux. Je vais prendre un exemple de mon expérience personnelle comme professeur de physique. Quand on a introduit l'approche par compétences, on nous a dit l'essentiel n'est pas que les élèves étudient des formules, mais qu'ils sachent bien s'en servir dans des situations concrètes, dans des problèmes réels. C'est ça qui est important et c'est ça qui donne du sens au savoir, nous a-t-on dit. Eh bien, je pense que c'est une façon de réduire le sens du savoir à un aspect seulement de ce qui donne sens au savoir. Bien sûr, le savoir prend sens dans l'usage qu'on en fait, dans l'utilisation qu'on en a. Mais le savoir prend sens d'abord dans le processus historique, scientifique, expérimental qui a donné naissance à ce savoir. La formule de l'énergie cinétique d'un corps en mouvement, bien sûr, elle prend sens parce que je sais m'en servir. Mais elle prend d'abord sens par tout un processus de construction théorique, d'abstraction, de conceptualisation qui est le processus qui permet de comprendre d'où vient cette formule. D'accord ? Si le savoir s'est réduit à mémoriser, alors je suis d'accord, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais si le savoir, l'accès au savoir, l'accès à la théorie est un processus de reconstruction en classe de cette connaissance théorique, alors je dis c'est ça d'abord qu'il faut faire et ça est au moins aussi important et à mes yeux plus important même que la capacité d'usage. Se centrer sur les compétences, c'est privilégier un enseignement qui est un enseignement d'abord utilitariste. Se centrer sur la construction du savoir, la construction didactique du savoir, c'est se centrer sur un enseignement, c'est privilégier un enseignement qui est d'abord un enseignement de compréhension du monde et donc émancipateur. Merci beaucoup Nico Hirt. Merci aussi à Nathalie Mons. Je vais passer la parole à Julien pour clore cette séquence qui, je l'espère, aura intéressé et passionné toutes celles et ceux qui auront pu vous écouter. Merci. Merci à vous tous. Oui, merci du coup à Nathalie et à Nico et Jean-Philippe pour la transmission de différentes questions. On va se retrouver dans une petite quinzaine de minutes pour la suite de l'intervention. Pour les spectateurs et spectatrices qui sont encore en direct, il est possible de rester du coup dans la salle pour la suite dans 15 minutes.